Mercredi 28 novembre 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la carte pour nous capable porter pour pratiquement troisième sortie téléjournal la semaine puisque nous jeudi à mercredi. Dans semaine si là rapidement n'a pas au principal point cap pour faire essentiel journal là pour matin pour nous fois qu'on a conseil supérieur police nationale là invité dans le Sénat pour mardi 4 décembre cap venir là selon vice-président Sénat République la Pierre François Sildor discussion ça doit faite sous situation sécurité dans le pays. Funérailles agent la douane qui était mort samedi passé à suite à un incident qui passait sous frontière Malpasse la chanté jeudi mercredi 28 novembre bon événement matin dans parc souvenir responsable administration générale douane a annoncé hier mardi 27 novembre il y a une disposition qui prend à niveau l'état pour assister familles victimes. Résultat concours admission dans diverses facultés dans l'université l'État déjà disponible d'après information qui sortit dans le rectorat universitaire. C'est le principal point savoir qu'un pilote cap pour faire essentiel le journal là pour matin mercredi on a invité autorité branchée dans tourner dans quelques secondes pour développement avec un pilote encore. Merci parce que toujours été branché télévision l'État. On a souhaité tout le monde bienvenue dans l'information. On a démarré avec première information pour nous voir qu'on a vice-président Sénat République la Pierre François Sildor encourager collègues sénateurs pour venir travailler. Parlementaire a lancé un appel par les sénateurs dans l'opposition pour être capable de venir participer dans la séance de façon pour capable poser problème pays à l'Assemblée. On a pas vite suivre un bout d'intervention dans le micro Fedner Confida. Séance demain, séance jeudi et tout reste jusqu'à décembre parce que fond de production très maigre. C'est l'occasion pour nous profiter pour nous faire séance tout reste jusqu'à Noël. CSPN, nous voyons 2 ou 3 invitations déjà. Mais chaque grand problème pour CSPN n'a venu. Et le Premier ministre qui est président CSPN n'a toujours répondu. Toujours dit nous, les gens empêchement. Des fois, c'est justifié empêchement, nous Noël. Mais là, nous relançons CSPN, moi-même si on est là matin, côté nous demander pour CSPN présent le 4 décembre à 11h. S'il n'est pas venu, c'est un autre niveau. Au niveau invitation, au niveau convocation, à l'autre niveau que le règlement est prévu pour ça. N'a pas toujours été dans le Parlement haïtien pour une fois qu'on a député circonscription 15 Koflak, Alfredo Antoine continuer à encourager l'exécutif là pour chita parler à l'opposition de façon pour capable arriver jeune entente sous situation pays. Parlementaire a dit exécutif là a intérêt pour dialoguer s'il a arrivé fait et puis travail pour capable satisfaire revendication population haïtienne. Toujours dans le micro Fedner Confident n'a pas vite suivi un bout d'intervention parlementaire.
Il y a ce qu'on est une semaine noire, côté toute institution qui est censée fermer. Pas de bien vie dans le pays. Et sous question que secteur qui dit, c'est secteur de l'opposition, qui a fait grève. Donc en pile monde, inquiétude, par peur, il ne va pas prendre la rue. Parce que il y a pile déclaration et violente, n'a demandé pour jeter l'huile dans la rue. Donc moun yo te peur et Haïti par un pays qui est en guerre. Et ça n'a dit à gouvernement qui est en place là. Parce que depuis hier, la vie recommencé, l'école ouvrit dans le pays, surtout dans la zone métropolitaine. Donc, nous avons demandé avec le gouvernement pour que yo allez tendre opposition. L'opposition constructive. Opposition qui pensait pays. Pour que yo chita avec yo, pour que le chef de gouvernement, j'en recevoir instruction de président de la République là, pour joindre un accord politique, pour signer un pacte de gouvernabilité pour intégrer le secteur démocratique vraiment dans l'opposition qui pour intégrer le gouvernement pour que nous allions vraiment vers une gouvernabilité pour le pays. N'a pas toujours été ensemble avec réaction diverses parlementaires sous situation pays pour nous fois qu'on a député circonscription Pointe-à-Piment Daniel Létan exprimé préoccupation li sous conjoncture politique pays parlementaire encouragé dialogue entre acteurs politiques et exécutif là pour joindre une solution à quel problème qui saccager pays. N'a pas vite suivre toujours nos micro collaborateurs nous fait des confidents. N'importe citoyen qui voulait et vient remplacer soit 50e législature ou du moins président de la République là, eh bien, pas rien qui était dit que vous venez remplacer nous, mais il a remplacé nous par la voie légale, la voie tracée par la Constitution. Il faut que le gouvernement mette quand son l'entaille pour porter revendication ça pas devant pour porter revendication et pour satisfaire l'ensemble de revendications qui méritaient satisfaire. Par exemple, la question de l'argent Petro-Caribé, c'est une question judiciaire, mais pour arriver à procès Petro-Caribé, il y a un ensemble de préalables. Ensemble de préalables, ça y est, la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif, Jodia, qui gagne pour mission pour le rapport d'enquête, et ceci faut, et je pense tout, faut ensemble de revendications, ça y est, doit servir de catalyseur, de stimulant pour la Cour supérieure des comptes pour le faire le plus rapidement possible pour le rapport d'enquête pour nous procès capable véritablement enclenché. Et nous-mêmes comme députés pour rapidement, nous dit que la Constitution de 1987 n'est pas interdit manifestation, mais permet que manifestation faite de manière pacifique pour faire revendication passer par la voie tracée par la loi. Yon l'autre vice-président Sénat Pierre-François Sildo a lancé un appel à tout acteur dans la société pour dialoguer sur la situation politique pays. Sénateur Sildo qui a réagi sur la insécurité et la manifestation qui était organisée pendant la semaine qui se passait là. Il dit faire connaître la situation si là pas fait honneur pays n'a pas envie de suivre. Nous voyons sympathie tout le monde qui est victime. Que ce soit les gens qui sont victimes dans le quartier populaire, dans la saline, dans Matissan, chaque victime au cas, nous connaissons des gens qui mourent, chaque victime de l'autre côté, c'est l'occasion pour nous voir ces parties même, pour nous dire qu'on a gardé calme. C'est l'occasion pour nous demander pour les gens à l'école. Il faut que les gens à l'école. Il ne faut pas mettre des gens de 5 ans, 10 ans en question politique pour empêcher à l'école. Il faut qu'ils aient à l'école. Troisième bagage qui gagne tout, c'est respecter les droits des gens, respecter la vie des gens, ou pas arrêter dans le pillage, ou piller, ou brûler les gens, ou tuer les gens, ou craser vite machine des gens, ou piller les magasins des gens. Non. Il faut respecter bien les droits des gens. Et quatrième bagage, pendant la condoléances à la police, nous demandons pour la police reprendre fermeté maintenant pour accompagner la population qui veut travailler là et combattre maintenant toute brigandage qui est dans la rue. Nous avons annoncé l'ensemble Titio, responsable d'administration générale douanier, annoncé hier mardi 27 novembre, il y a une disposition qui prend un niveau l'État pour assister les familles agents de la douane qui étaient perdu la vie samedi passé suite à un incident qui est passé sous frontière Malpasse là.
Responsable yo fait qu'on est déjà une enquête qui l'ouvre dans le cadre de dossier si là pour joindre responsable et puis garder défaillance système là. Yo annoncé tout funérailles agent qui mourir après chanter matin mercredi 28 novembre bon 9h du matin dans parc souvenir. N'a pas vite suivre un compte rendu avec Rachel Saint-Fort. Selon le directeur général administration générale douane Romel Bell, 4 agents qui perdit la vie dans le cas d'incident qui arrivait pendant le week-end là sous frontière Malpasse là fait partie agence surveillance douanière. Selon le témoignage du directeur général là, agence a mouru pendant a fait travail dans le cadre de mission contrôle la douane. Samedi qui était 24 novembre 2018 dans la matinée, nous avons gagné environ 6 à 8 agents douaniers qui étaient sous frontière Malpasse. Mais heureusement, tout employé n'y a pas encore arrivé, puisque c'est un bus qui mène au travail chaque matin et qui retournait avec eux chaque après-midi. Donc, agents que nous avons sur place, ce sont déjà agents qui nous les agents de la surveillance douanière. C'est hier que nous avons découvert exactement que nous perdu 4 agents douaniers, dont 3 brûlés dans le commissariat de Malpasse, vifs, et l'autre là, a commencé à brûler, il était là dans la clan. Il y a l'autre 2 agents qui ont prendre la fuite, c'est dimanche soir, ils ont retrouvé, l'autre là, lui-même, il était venu à l'hôpital dimanche après-midi. Lutte contre la contrebande, lutte contre la fraude douanière, lutte contre toute forme de corruption, il y a un visage. Et visage ça, c'est M. Philippe Axillaire, c'est M. Yvon Sagesse, c'est M. Louis Junior Elvoy, c'est M. Rony Pierre. Ça, c'est 4 personnes qui perdent la vie samedi 24 novembre pendant que vous avez fait travail que l'État a pour faire. D'après le directeur général adjoint dans les affaires réforme fiscale, administration générale douane, Audley Dubréus, contrebande joué un gros rôle dans l'incident qui arrivait sous frontière Malpasse là. Dans ce sens, directeur général adjoint invité population aux jeunes la douane dans le combat y a mené pour combattre fléau ça dans le pays. Puis loin, responsable dans niveau administration générale douane yo annoncé une disposition qui prend dans niveau poste gantia suite à incident yo. Administration générale douane mandé toute population puis on fait un seul avec la douane pour aider nous combattre fléau ça. C'est vrai, responsabilité directe là, lien à la douane, mais participation population a compté pour beaucoup. C'est peut-être ça. Dans le jour qui venir là, l'administration pourra mettre 2 numéros de téléphone à la disposition de la population. Tout côté, yo suspect, yo pensé, yo gon impression, gon activité contrebande qui mène dans zone ça. Concernant les activités à Malpasse et la perte de recettes, il y a des dispositions que la direction générale a envisagées, même de façon temporaire. C'est d'abord, dans un premier temps, canaliser camions, bien conteneurs qui sortent Malpasse vers le poste de Gantier pour nous commencer par un traitement. Donc ça, c'est la première mesure provisoire que nous prenons pour nous atténuer la situation. Responsable administration générale la douane fait qu'on ait déployé stratégie selon capacité sur tout territoire pays a yo renouveler engagement yo pour continuer travail pour remplir mission comme ça doit pour continuer bataille à mener pour combattre contrebande dans pays a. N'a pas toujours été dans le même sujet si là pour nous faire connaître directeur affaires juridiques administration générale douane Robert Konamassé fait connaître institution préoccupée sous affaires armes qui rentré dans le pays. Puis loin il expliquer la douane déjà saisi plusieurs armes, munitions à quel argent qui pas gagné aucune justification légale. N'a pas vite suivre toujours dans micro collaboratrice nous Rachel Saint-Fort. La douane saisit des armes presque chaque jour, que ce soit dans l'aéroport, que ce soit dans le port, que ce soit sous frontière. Et nous pas saisir des armes seulement,
nous saisissons l'agent qui n'a pas de justification légale, parce que la loi permet de nous faire ça, et nous saisissons drogue tout. Donc c'est pour montrer à quel point que, dans le cadre de fonction de protection, nous préoccupons par genre de bail ça. Pour année ça seulement, nous saisissons plus de 100 armes de tout calibre, de plusieurs centaines d'armes à feu de tout calibre, et des dizaines de milliers de munitions pour armes ça. De l'autre côté, directeur général administration générale douane Romel Bell fait connaître l'État perdu en pile l'argent à cause de question franchise douanier libayon c'est une entreprise. Puis loin, directeur général AGDA précisé la douane pas bail franchise dans niveau institution, il seulement appliqué ça la loi dit n'a pas vite suivre. Nous dans le pays nous connaissons qu'il y a un pile ONG et il y a une convention de Vienne que l'État haïtien signe. Donc, convention ça bail droit à franchise douanière à une série d'institutions. Mais cependant, dans droit concédé côté parler là qui t'avait dit dans telle année fiscale, par exemple 2015, 2016, dans droit concédé la perdu 8 milliards. 2017, 2018, il perdit 10. Et je crois 2018, 2019, 2017, 2018, pardon, il perdit 19 milliards. Dans droit concédé, ça veut dire des droits que l'État haïtien te gagne pour y prendre dans taxe, eh bien, droit ça vient perdu, il y a des droits concédés qui fait que l'État haïtien perdit en pile l'argent dans la franchise. Mais, il y a un bagage qui attiré attention nous, la douane, ce n'est pas l'équipe de franchise. Là. Ça veut dire n'importe citoyen ou bien n'importe organisation, n'importe ONG qui vient avec un document qui dit vous avez une franchise pour tel ou tel produit ou marchandise quelconque, la douane n'a pas gagné un prix dans ça. De vous avez une franchise, c'est des ministères qui règlent les bagages ça. C'est le ministère de planification avec le ministère de finances. Donc la douane c'est comme ça. Nous-mêmes, nous là pour nous appliquer strictement la loi. Ça veut dire, la droit qui baille à franchise, non, ce n'est pas nous qui baillons. Ça arrive des droits concédés, des droits l'État a toujours perdu. Ça revient à l'État haïtien qui a décidé de couper une série de privilèges qui gagnent dans le cadre de franchise douanière. L'autre information dans le journal là, majorité faculté dans l'Université de l'État d'Haïti a gagné résultat concours admission d'après information qui sorti dans le rectorat Université de l'État d'Haïti. Une équipe télévision nationale d'Haïti a visité quelques entités en UH là qui trouvent dans la capitale pays. N'a pas vite suivre un compte rendu qui peut être signature Johnny Abikasius. À l'exception faculté sciences humaines qui peut bailler résultat concours admission et ethnologie qui pas fait concours du tout pour année académique 2018-2019 là, toute l'autre faculté dans l'Université de l'État d'Haïti qui est en bail résultat concours admission yo selon information qui sorti dans rectorat UEH là. Parmi entités qui déjà entreprennent démarche ça, nous capables citer IRA, ICERS, médecine et pharmacie et puis INAGE qui déjà l'ouvri porte yo pour accueillir nouveau groupe étudiants ça yo. Alors que examen yo et couillote nous t'es projeté par exemple pour te commencer, c'est selon directive rectorale, je crois que c'était début septembre ou début octobre. Mais à cause problème que ça a été posé qui permettent que nous-mêmes nous commencer légèrement en retard, surtout avec année et propédeutique, il y a un bon petit problème qui posait avec étudiants qui étaient insatisfaits de notre. C'est ça qui a créé par exemple un peu de retard qui permet que nous pas ouvrir, reprendre réouverture à pas fait exactement au début du mois vers le 5 octobre, ça, si je ne m'abuse pas. Mais quand même, nous prenions nous 2 semaines de retard, nous-mêmes pour nous être capables d'ouvrir. Il y a une belle initiative que le rectorat prend avec M. Wall Toussaint qui a un cours Université, Citoyenneté et Société qui fait première semaine, non, moi, j'aime initiative ça. Première semaine, non, c'est pour faire cours avec étudiants sous question Université, Citoyenneté et Société parce que l'université a formé des citoyens
il faut que formation l'ait axée par exemple sur le savoir-être. Je crois que c'est là un objectif là. Donc ça veut dire que l'UEH est en marche. IRAISIOS pour recevoir environ 128 à 130 postulants alors qui étaient participés dans le concours et mêlés avec le reste étudiants qui viennent sur liste d'attente pour rentrer. Rentrer pour étudiants en année préparatoire, nous avons commencé le 15 novembre. 15 novembre, nous avons fait pour rentrer étudiants en première année. Étudiants en deuxième année, c'est-à-dire étudiants qui sont en département, ça concerne dans IRAISIOS. Nous avons commencé la deuxième semaine, alors 30 novembre. Selon l'information, nous avons arrivé joindre le téléphone dans le vice-recteur académique UEH là, Harold Toussaint. Résultat concours admission sciences humaines ta dû disponible avant finissement semaine. Professeur a fait connaître, rectorat a fait tout ça qui est possible pour permettre toutes 11 facultés fonctionnelles semaine prochaine. Nous allons aller pour connaître dans la commune Beladea pour une fois qu'on a plusieurs partisans et sympathisants de l'administration Jovenel Moïse là défilé pendant la journée mardi 27 novembre dans la ville Beladea pour porter soutien au chef l'État haïtien. Manifestants ont profité de rappeler plusieurs travaux président de la République la Jovenel Moïse réalisé dans le département centre. Nous avons vite suivre. Nous prenons la rue pour nous dire que nous avons voté Jovenel pour 5 ans. Si nous avons filmé qui prend la rue, c'est pour porter solidarité avec les élèves Port-au-Prince pour être capable de dire qu'ils perdent une semaine déjà, nous ne pouvons pas perdre plus encore. Et nous disons Jovenel Moïse commence à faire un pile travail dans le pays, surtout à Beladea. Nous dit Jovenel Moïse pour 5 ans. Nous avons fait manifestation pour nous courir, président Jovenel pour bon travail qu'il fait. Mais on BNC, il fait pour nous. Et mes constructions, ville là, il réparé pour nous. Nous nous demandons pour le président Jovenel fait 5 ans sans manquer un iota. Nous dans la rue, nous avons défendu votre peuple. Nous avons défendu 5 ans président Jovenel Moïse. Pour quelle raison nous disons 5 ans? Parce que dans le pays d'Haïti, depuis 1804 jusqu'à 2018, 215e de l'indépendance, nous toujours dans Chirépite. C'est un président qui a volonté. Je dis la image Beladea qui représente le visage, porte d'entrée Beladea, nous elle commence à changer. Et là, nous avons regardé BNC, ça. Longtemps, il faut que nous payons $300 pour nous toucher. Je dis là, avec BNC, qui Beladea sans pile bagaille. Et bien, nous disons vive Jovenel Moïse pendant 5 ans. Et il a fait 5 ans parce que le peuple, c'est lui qui a souveraineté, c'est lui qui a droit pour voter, c'est lui qui a droit pour sanctionner. Nous avons jambé rapidement dans l'actualité internationale pour nous fois qu'on a un président américain Donald Trump menacé pour le vague rencontre qui était prévue faite avec le président russe Vladimir Poutine pendant le déroulement sommet G20 dans le pays Argentine à cause de la crise entre le pays Ukraine et la Russie qui semblait pas sur route pour joindre une solution. Nous avons plus de détails dans le journal mi-temps journée sur la télévision nationale d'Haïti. Nous, c'est là toujours dans l'arrivée dans le bout de matin, mais juste avant nous aller, nous avons rappelé ensemble point qui était fait essentiel pour matin mercredi. Conseil supérieur police nationale a invité le Sénat République là pour mardi 4 décembre cap venir là selon vice-président Sénat République là Pierre François Sildor discussion de Wechita sur situation sécurité dans le pays. Funérailles de la douane qui était mort samedi passé suite à un incident qui passait sous frontière Malpasse là a chanté jeudi mercredi 28 novembre dans bon événement matin dans parc souvenir responsable administration générale douane a annoncé hier mardi 27 novembre il y a une disposition qui prend un niveau l'état pour assister famille victime. Résultat concours admission plutôt dans diverses facultés dans l'Université de l'État d'Haïti a déjà disponible d'après information qui sortit dans le rectorat de l'Université de l'État d'Haïti. Nous sommes contents ensemble avec vous matin pour nous être capables de porter pour le téléjournal là. Nous souhaitons tout le monde passer une très bonne journée mercredi. Nous avons cassé rendez-vous pour demain matin pour toutes les sorties nouvelles sorties téléjournal pour semaine d'ici là. Très bonne journée à tous.
vous dire la joie que je ressens pour vous exprimer ma vive gratitude en ce dimanche du Christ-Roi qui soudain me rappelle la 25e année de fondation de cette même enceinte qui m'est chère. Et pour marquer d'une pierre blanche cet événement, le bon prendra une minute de recueillement en souvenir de notre regrettée mémoire, le révérend Père Atis Joseph et ceux et celles de la paroisse qui nous ont évancés. Merci. Le 23 novembre 1993, 23 novembre 2018, 25 ans déjà. Qui ça, jeune volontaire chrétien? C'était un bon dimanche matin, qui était 23 novembre 1993, le jour qui était fait de Christ-Roi. Après, moi-même, avec Frère Sauveur Fils, j'ai fait assister de 7 heures. Nous avons jugé bon pour nous fonder un groupe, de une façon pour nous combler une vie dans l'église. Les personnes qui disent la messe 7 heures, il est obligé de couper à ta grâce pour dire la messe 9 heures. Pour ça, là, nous avons des espaces vides, ça. Moi, je dis Sauveur, on nous fait un groupe là pour nous chanter la messe 9 heures. C'est pour ça, nous réunissons quelques monde, nous sommes ensemble pour nous joindre et entendre, pour nous joindre pour nous capables de groupe ça. Nous finissons par sortir avec nous ça. JVC. Bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'Association des industries d'Haïti appelle au respect des mandats constitutionnels des élus. L'ADI dénonce les menaces et actes de violence perpétrés ces derniers jours. Poursuite de la grève lancée par des avocats depuis plusieurs semaines, les activités sont toujours paralysées au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Plus de 1500 Haïtiens se sont inscrits jusqu'ici au programme de retour volontaire mis en place par le gouvernement chilien. L'annonce en a été faite par l'ambassadeur du Chili en Haïti, Patricio Utrera. Plus d'ouverture au niveau du gouvernement. Pour faire le point sur l'évolution de la situation, nous avons avec nous ce soir l'ancien Premier ministre Evans Paul. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Monsieur Clan, et je profite pour saluer les distingués téléspectatrices et téléspectateurs de Télémétropole. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Monsieur le Premier ministre, les choses ont bougé fort pendant plusieurs jours et
Et puis, il y a eu coup sur coup le discours du président de la République, Jovenel Moïse, et l'intervention du Premier ministre Jean-Henri Séan à la rubrique Le Point de Télémétropole avec Wendell Théodore, Luc Nergaro et Georges Allen. Qu'avez-vous pensé de ces deux interventions? Bon, c'était nécessaire pour les principales autorités du pays de s'exprimer sur l'évolution de cette situation préoccupante pour la population. Et je pense que c'était nécessaire de faire le point et de rassurer la population et ensuite d'envoyer un signal d'engagement qui exprime leur volonté de privilégier le dialogue. C'est ça, oui. Oui, en effet, c'était tout à fait le sens de l'intervention du Premier ministre. Maintenant, revenons un tout petit peu en arrière, si vous le voulez bien. Pendant toute cette semaine de troubles, une certaine confusion a régné dans l'esprit du public. La question était, parmi les dizaines de milliers de gens qui manifestaient dans les rues, combien le faisaient pour exiger que le procès Petro-Caribé ait lieu et combien le faisaient pour exiger le départ du président Jovenel Moïse, départ sans condition. Certains pensent que la manifestation du 18 novembre a apporté une certaine réponse à cette question. Pour la première fois, en effet, l'opposition radicale, dite démocratique et populaire, manifestait seule et apparemment, ils n'ont réussi à mettre dans les rues que quelques centaines de personnes. Hier lundi, les syndicats de chauffeurs ont refusé de participer au mot d'ordre de grève générale et au blocage du pays même, et les activités ont progressivement repris. Est-ce à dire, d'après vous, que l'agitation des rues est terminée et que nous allons, comme l'a demandé le Premier ministre Jean-Henri Séan, vers un début de dialogue national? Moi, je pense qu'il faut chercher un dégel qui doit faciliter ce dialogue. J'estime que mes amis, mes compatriotes de l'opposition ont mal géré leur succès relatif à la réussite de la manifestation du 17 octobre dernier, leur succès, quoique controversé, relatif au blocage du pays la semaine dernière. Alors, en politique, il faut avoir le sens de la mesure et savoir gérer son succès. Ils ont voulu trop appuyer sur l'accélérateur. C'est ce qui a expliqué l'échec des mots d'ordre de grève lancés pour cette semaine. Parce que dans tout ce combat, il faut situer le peuple. Le peuple est le principal concerné. Si ces mots d'ordre visent à paralyser le pays et par voie de conséquence nuire au peuple, nuire aux enfants, empêcher le fonctionnement des écoles, empêcher aux gens de trouver le minimum de survie nécessaire quotidienne. Alors je comprends pourquoi qu'il y a eu cette réaction de la population qui refuse d'adhérer, même par la peur, à ce mot d'ordre de grève et de manifestation pour cette semaine. N'empêche qu'il y a encore des problèmes à résoudre. Les autorités doivent comprendre qu'il y a des efforts à faire pour répondre aux principales aspirations du pays relatifs aux problèmes, des préoccupations sur les questions de corruption. Petro-Caribé, par exemple, mais Petro-Caribé, malheureusement, a été utilisé comme prétexte pour arriver au renversement du président de la République. Ce qui n'était pas dans l'agenda de la plupart des citoyens qui cherchent à avoir la volonté
la vérité sur la gestion de ces fonds qui concernent le pays, qui concernent normalement les citoyens. Alors pour moi, il y a un problème stratégique. Je pense qu'il y a trop de clans, trop de contradictions au sein de l'opposition, ce qui est en train de gaspiller la mobilisation sur la question de Petro-Caribé en particulier. Mais vous avez vraiment le sentiment que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour que le procès Petro-Caribé ait lieu et que ce n'est pas aussi bien dans l'intérêt de la population que dans l'intérêt du gouvernement lui-même? Nous sommes dans une société démocratique. Nous évoluons dans un système de séparation de pouvoir. Le gouvernement n'a rien à faire en ce qui a trait à la tenue du procès. Le gouvernement doit seulement s'assurer que le pouvoir judiciaire oui, détient tous les moyens pour faire son travail. Mais il n'appartient pas au gouvernement d'organiser le procès. Et c'est ça le système démocratique. Il faut travailler à renforcer notre système judiciaire, même si notre système judiciaire est faible, mais il appartient à ce système judiciaire d'organiser ce procès. Alors, parfois les gens disent que le gouvernement n'est pas crédible pour faire le procès, ou le gouvernement n'a pas fait assez, mais justement, le gouvernement n'a pas à s'engager, le gouvernement n'a pas à être impliqué dans l'organisation d'un procès. Oui, vous l'avez bien dit, le seul rôle que le gouvernement puisse jouer, c'est justement de donner au système judiciaire toute l'aide et toute la capacité de réaliser le procès. Maintenant, un autre petit point qui, je crois, je l'ai entendu, fait souci dans la population. Tous ces appels à la violence qui ont été lancés par diverses personnes, ces appels à la violence qui se sont faits à visière levée, qu'est-ce qu'il convient d'avoir comme attitude vis-à-vis de ces gens qui prônent la violence? Bon, c'est un problème de justice, c'est un problème d'État. Alors, c'est pas un problème de police aussi? Je dis un problème de justice. Parce que personne n'est au-dessus de la justice, que vous soyez simple citoyen, journaliste, homme politique, ancien premier ministre ou sénateur en fonction. Nous sommes tous redevables à la loi. Alors il y a des déclarations qui sont des atteintes à l'ordre public et il appartiendrait à la justice de prendre les dispositions qu'il faut. Mais je pense que des gens qui parlent de la faiblesse de l'État profitent justement de cette faiblesse pour travailler peut-être à la destruction de cet État. Parce que l'image que nous sommes en train de vendre sur le plan international, et en ce qui a trait à des actes de violence, des policiers qui sont brûlés vifs, des scènes je dirais, révoltante de violence, que ce soit ce qui est arrivé dans les manifestations à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien ou dans d'autres villes de province, que ce soit ce que nous avons vécu ce week-end à Malpasse, ce sont des images très néfastes, non seulement pour les jeunes, pour les enfants, pour le pays, mais surtout sur le plan international. Oui, c'est une évidence. Maintenant, peut-être une dernière question. Concrètement, beaucoup de gens se plaignent de ce que le gouvernement fait des promesses, promet d'aider la justice, mais jusqu'à présent, aucun acte n'a été posé. C'est-à-dire la lutte contre la corruption n'a encore abouti à aucune lutte contre l'impunité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là dans les jours qui viennent ou même dans les heures qui viennent? Nous faisons face à ce que j'appelle une profonde crise de responsabilité. On veut tout ramener au gouvernement
Mais n'oublie pas, il faut se référer à l'État. C'est notre État qui est faible. Parce que normalement, il n'appartient pas aux agents du gouvernement de procéder à l'arrestation de qui que ce soit. Il faudrait respecter les procédures et que ce soit les agents judiciaires qui sont placés pour poursuivre les gens qui sont suspectés ou coupables. Alors, dans cette situation, il faut faire la part des choses. Le gouvernement a ses responsabilités, mais en ce qui a trait aux poursuites légales, c'est du ressort de la justice, du secteur du pouvoir judiciaire. Dans son intervention au point, le Premier ministre Séan a annoncé que dans les jours qui viennent, le gouvernement, l'État lui-même va porter plainte. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Ce n'est pas une décision, c'est une procédure. Et on avait reproché à la procédure enclenchée ce manquement du fait que l'État n'avait pas porté plainte. L'État, ce n'est pas une personne. L'État, ce n'est pas un gouvernement. L'État, c'est la collectivité nationale. Et la loi détermine comment l'État agit dans ces circonstances. Puisque l'État est concerné, l'État est censé, la principale victime dans cette histoire de Petro-Caribé, s'il y a eu vraiment détournement de fonds, alors dans ces conditions, il faut que ce soit la DGI qui représente l'État qui porte plainte. Par devant les autorités judiciaires. Et pour moi, c'est la procédure, ce n'est pas une décision. C'est par là qu'il fallait commencer. C'est ce qu'a dit Maître Séan. L'État allait porter plainte par la personne du directeur général de la DGI. Bien sûr. Vous confirmez la chose. Alors, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire au départ. Voilà. Oui. Maintenant, Monsieur le Premier ministre Evans-Paul, pour conclure, si vous pouviez suggérer au gouvernement aujourd'hui quelque chose, un acte, n'importe quoi, qui puisse aider à détendre un peu cette atmosphère qui devient très pesante pour tout le monde, même si aujourd'hui les choses semblent avoir repris leur cours normal. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que le gouvernement fasse là, tout de suite, pour garantir la sécurité des gens? Ça, c'est le rôle principal d'un gouvernement. Garantir la sécurité des vies et des biens, renforcer les institutions, et renforcer la capacité de la police, et mettre en confiance les policiers, et par-dessus le marché, mettre en confiance la population. Alors la question de confiance reste la question fondamentale, la question de sécurité reste aussi une question primordiale. Alors il faut la confiance pour la sécurité et il faut la sécurité pour relancer la vie, pour attirer des investissements. Parce que le problème principal du pays reste un problème de précarité. Il faut penser aux jeunes, il faut créer des conditions d'investissement pour combattre le chômage. Ce sont là les principales préoccupations de la population. Le gouvernement doit s'aviser à pencher sur les vrais problèmes du pays, éviter de faire des promesses fallacieuses et travailler pour arriver à concrétiser certaines des principales aspirations de la population et en particulier la jeunesse qui est censée déboussoler. Un dernier petit point, très rapidement. Qu'est-ce que vous avez pensé pendant toutes ces journées de grande agitation? Qu'est-ce que vous avez pensé dans l'ensemble de l'attitude de la police? La police a fait ce qu'elle pouvait. Il faut comprendre que nous avons une police très limitée en nombre, en équipement, en entraînement et en traitement.
Alors, dans ces conditions, nous devons travailler à protéger notre police. Il faut que les gens apprennent à respecter les policiers. L'uniforme symbolise l'autorité. L'uniforme symbolise la loi. On n'a pas le droit d'attaquer à l'intégrité physique d'un policier. Alors moi, c'est mon appel principal que toutes les manifestations, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec le gouvernement, il ne faut pas voir la personne d'un policier un ennemi. C'est un agent d'ordre qui est là pour protéger et les autorités et les simples citoyens. Et les manifestants. Bien sûr. Voilà. Ben écoutez, Monsieur Evans-Paul, encore une fois, merci du temps que vous nous avez accordé. Merci de l'éclairage que vous avez apporté à l'évolution de la situation. Et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt, Monsieur Clan. Merci, bonne fin de journée. Voilà, c'était l'ancien Premier ministre Evans-Paul qui donnait son sentiment sur l'évolution de la situation pendant ces jours d'agitation et depuis la reprise constatée hier et encore plus aujourd'hui. Haïtiens appellent les médias et les journalistes à respecter les règles d'éthique et de déontologie et à effectuer leur travail avec plus de professionnalisme et de responsabilité. Dans une note de presse, la JH dit observer que les mouvements revendicatifs organisés depuis des mois dans plusieurs endroits du pays divisent la société et craint qu'ils ne polarisent la presse. En outre, la JH appelle les autorités compétentes, les protestataires et les partisans et sympathisants des différents groupes à respecter et à protéger les travailleurs de la presse. Par ailleurs, l'association des journalistes haïtiens appelle les journalistes et les médias à faire preuve de sérénité. Elle leur rappelle l'obligation qui leur est faite de travailler au respect et à la protection de la liberté d'expression. Note signée par le secrétaire général de l'AJH, Jacques Desrosiers, datée du 27 novembre. Le professeur Louis-Né Josema dénonce des fausses informations qui circulent autour du dossier Petro-Caribé. Selon lui, les chiffres ne sont pas corrects. Même si le politologue et philosophe se dit en faveur d'un procès des responsables de dilapidation, il estime qu'il ne faut pas se laisser intoxiquer par les mensonges de certains démagogues qui entendent prendre le pouvoir par tous les moyens. 2006, on dit 2007, il y a 14 résolutions qui prend. Montant total 14 résolutions, ça budgétisé à environ 2 milliards 200 millions. Sorti 2007, ou 12 janvier 2010, dans la quantité de dollars, Hugo Chavez a éliminé pour nous environ 395 millions de dollars. Là, retirer ça, il y a quelques millions de cadis qui étaient.
montant qui budgétisé, il est environ 2 milliards 200 millions. Mais, ce n'est pas le montant budgétisé qui est plus important. Est-ce qu'il y a un fonds? Montant qui vient arriver prendre un fonds pour développement, pour projet au développement, c'est environ 1 milliard 589 millions. Ça veut dire qu'il faut que lui transfère dans le compte trésor. Ça transfère dans le compte trésor, c'est 1 milliard 589 millions épiques. Ok, c'est quantité ça qu'on y a là, monde qui était dans l'État. Deux bas explications. Deux bas explications, ça veut dire. Gon diversion politique. Ouais, l'on dit 3,8 milliards de dollars. L'on dit montant cash au pays à environ 1 milliard 520 millions. L'on regarde 400 millions et des H2. L'on regarde 200 millions que Sogénère doué. L'on regarde tout, d'être là à payer. D'être là continue à payer, c'est ou doué sur 25 ans, ou te des années de grâce. On commence à payer. Et dans le budget national, chaque année, un montant qui est alloué au service de la dette. Donc je dis, on a d'abord même combien de nous alloué? Environ 1 milliard. Environ 1 milliard et puis après aller, c'est comme ça nous doit. Pour demander tout jeune intellectuel pays, universitaire, pour nous faire des analyses désintéressées. Allez sur compte BMPAD là. Quantité produit qui vini, quantité gaz qui vini, bio bayo yo là. OK? Est-ce qu'on peut un procès Petro-Caribé? Oui, il faut qu'on procès Petro-Caribé, il faut qu'on ban l'autre procès dans le pays à tout. C'est normal comment pour faire moun prend l'argent l'État, les non dit l'argent l'État nous dit. L'argent côté yo prend taxe sur moun. Moi-même qui c'est professeur, yo prend taxe sur moi. Policier qui dans la rue prend taxe sur yo. Et puis comment encore que nous gagnons pour nous payer via sacré les projets non et puis pour moun pas rendre compte sur lui. La cellule de réflexion des douaniers haïtiens dénonce et condamne l'assassinat samedi dernier de 6 agents de surveillance douanière à Passe. Face à ce qu'il qualifie de drame, c'est terminer les conditions dans lesquelles ces données, fixer les stabilités et identifier les auteurs. Avec des marchandises, bon, peut-être marchandises qui étaient marchandises qui suspectes, puisque contrebandiers n'ont pas accepté pour agents à vérifier ou contrôler marchandises. Donc c'est alors une altercation entre les douaniers pas nous avec ça nous les contrebandiers, puisque nous pas dire des agents de la douane, parce que les agents de la douane c'est un citoyen qui connaît et mission la douane, mission de contrôle, mission fiscale, mission de protection. Exactement que nous perdons 4 agents douaniers dont 3 brûlés dans le commissariat de Malpasse, vifs, et l'autre là, tu commencé à brûler, il était là dans la clan. Tu as l'autre 2 agents qui ont été en la fuite, c'est dimanche soir, ils ont retrouvé. L'autre là, lui-même, il était venu à l'hôpital dimanche après-midi. C'est une situation qui est tragique, c'est une situation qui est triste, c'est une situation que moi-même personnellement, je n'ai pas un mot pour décrire ce qui passe. Que des gens soient brûlés vivants. Et qu'ils brûlés vivants. Et pendant 7 heures de temps, il a demandé secours, le responsable doit demander secours pour eux, il a même demandé secours, il a mouru dans un commissariat de police. Ministre, Finances et Justice, qui actuellement vraiment est vu des questions, il est en train de dispositions pour que la situation soit enquêtée, pour que des investigations qui entreprennent. 2 enquêtes sont déjà initiées pour être capable de déterminer responsables, pour être capable de déterminer défaillances, et que pour au moins cette fois, pour que l'impunité ne pas vienne aggraver, pas vienne enlaidir la situation. Parce que si ça passe à ta puni,
eh bien, nous avons assassiné ce monsieur une deuxième fois. C'est de l'assassinat. Les activités sont toujours paralysées au tribunal de première instance de Port-au-Prince suite au mouvement de grève lancé par les avocats depuis plusieurs semaines. Les hommes de loi continuent d'exiger l'arrestation de tous les policiers qui sont impliqués dans la bastonnade de leurs collègues. Ils réclament également le départ du commissaire du gouvernement clamé Oknam Dameus. Un nouveau groupe de 179 Haïtiens vivant au Chili est arrivé ce lundi à l'aéroport international Toussaint-Louverture dans le cadre du plan de retour volontaire mis en place par le gouvernement chilien. Selon un ambassadeur du Chili en Haïti, Patricio Utrera, plus de 1600 Haïtiens se sont inscrits jusqu'ici à ce plan qui ne vise en aucun cas à expulser arbitrairement ces migrants. La communauté haïtienne, il y a beaucoup de représentants parce qu'il y a beaucoup d'organisations. Il y a quelques représentants qui ont contacté le gouvernement chilien et ont dit, écoutez, il y a des gens qui sont en train d'avoir des problèmes, principalement d'adaptation, la langue, parfois ils ont des difficultés à trouver du travail, etc. Et donc, ils voulaient retourner en Haïti, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc, le gouvernement a dit, bon, nous allons étudier. Et pendant les mois d'août, septembre, ils ont étudié la situation et ils ont commencé donc le mois d'octobre à mettre sur pied un programme volontaire. Et je voudrais souligner ces mots parce que c'est très important. Ça, c'est pas, comme j'ai lu dans certains médias, des expulsions, des déportations. Non, il s'agit des gens qui volontairement veulent revenir pour une variété de raisons. Cette plan a été initialement monté pour les Haïtiens parce qu'il a été demandé par des représentants de la communauté haïtienne. Et aujourd'hui, il y a 338 personnes qui ont retourné et il y a encore 1200 qui se sont inscrits pour ce programme. Ça veut dire aux environs de 1600 Haïtiens. Dans le contexte de 200 000 Haïtiens, ça représente moins de 1%. Donc, ça, c'est un peu le contexte. À l'occasion de la Journée internationale des enfants des rues, Radio-Télé Métropole a rencontré quelques enfants démunis. Ils ont 12, 15 et 17 ans et la rue est devenue leur seconde famille. Le lavage des voitures et la mendicité sont les moyens de subvenir à leurs besoins au quotidien. Entre rêves et déceptions, ces enfants des rues laissent parler leur cœur. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et de Paul Léel. Combien sont-ils exactement? Depuis quand vivent-ils dans la rue? Quel âge ont-ils? Bon nombre de questions laissées sans réponse lorsqu'on parle du phénomène des enfants des rues. Sur le Champ de Mars, juste en face du Palais National, ils travaillent sous le soleil pour un maigre salaire. Leur quotidien se résume à laver des voitures à longueur de journée, entrecoupé de pauses où les jeunes se retrouvent autour d'une console vidéo. Nous rencontrons Darius. Assis sur le bord d'un trottoir, l'air juvénile, il nous observe du coin de l'œil. Chaque jour, il gagne entre 50 et 100 gourdes par voiture lorsque le client est clément. Qu'est-ce qui t'est mené dans la rue? Qu'est-ce qui t'est mené dans le job ça? Et pourquoi même devine? Et ouais, qui l'a joué? Moi j'ai 12 ans. Lorsqu'on demande à Darius quel serait son souhait le plus cher si on lui en donnait la possibilité, la réponse fait froid dans le dos. Non, Darius ne veut pas d'argent, ni une maison d'ailleurs. Son rêve, c'est... Pour mettre nous dans le centre, pour mettre nous l'école. Stanley est un miraculé du 12 janvier. Amputé d'un membre inférieur, il vit avec cette bande de garçons qui est devenue son nouveau clan. Malgré son handicap, Stanley s'est refusé à s'adonner à la délinquance. Chaque jour, il mendie auprès des passants pour survivre. Le visage fatigué, on sent une lassitude dans son regard. Expliquez-moi qui ça vous fait même dans la rue? Mander. Depuis qui là vous dans la rue? Ça connaît même. Là, on est à l'école, oui, pour me dire comme dans la rue, parce que la rue va bon.
y a tué mon gun pas gun là. Yo tué on pas non là. Dans le boule caoutchouc. Quand y a des nèg qui passent sur moto yo tué. Vous-même vous connaissez une manifestation ou bien vous êtes posé? Non même posé. Manifestation ça va faire tout le monde gang la rue blanche, tout le monde gang. Avant la rue. Idem pour son ami Pierre. Les manifestations, il n'y va pas car il a peur de la violence de certains manifestants. Même s'il reconnaît que certains jeunes enfants y participent, de leur côté, ils ont mieux à faire. Les enfants des rues de Port-au-Prince ne sont pas un fléau, mais plutôt le reflet d'une société submergée par de nombreux problèmes qui a décidé de les ignorer. Au mieux, d'en parler une fois par an, les 365 autres jours de l'année, ces enfants sont livrés à eux-mêmes, même si certains organismes comme l'Institut du bien-être social, réalisant un vrai travail de terrain, prend du temps, beaucoup de temps, peut-être trop de temps. Du 27 novembre au 8 décembre, la traditionnelle procession de la fête de l'Immaculée Conception prendra ses quartiers au stade Silvio XIV durant une semaine dédiée à la religion. Une série d'activités est prévue grâce au concours de la pastorale universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception à travers le révérend père Francis Petithomme. L'homme de Dieu en a profité pour s'exprimer sur la conjoncture sociopolitique actuelle que traverse Haïti. Invitation ça nous lance à tout le monde et quelle que soit opinion, quel que soit ça nous gagné comme idée politique ou autre, quelle que soit zone où nous vivons dans des quartiers populaires, dans les bidonvilles ou autres, nous invitons tout le monde pour prendre un petit temps, surtout pendant l'événement, pour être capable quitter bon Dieu, dire un mot dans la vie, pour développer un sentiment de non-violence, un sentiment centré sur la confiance, un sentiment qui t'a doué, aider nous comprendre que rien ne peut se faire, rien ne peut se construire dans la violence. Il faut la transformation de l'homme haïtien. Et en pile fois, il paraît tant qu'il y a une mission impossible pour nous-mêmes comme monde, pour nous aider et pousser l'autre haïtien pareil au changement. Et c'est pour cela que nous profiter de nos événements pour nous capables d'inviter tout le monde pour la prière pour Haïti. Une grande nouvelle qui a fait, il faut le dire, des temps de prière toute la journée, 6h, 8h, midi, de 3h jusqu'à 6h du soir au stade Silvio XIV. Pendant tout le temps, ça environ pendant 10 jours, chrétiens catholiques n'ont pas rassemblé pour nous la prière pour le pays. Ça ne veut pas dire pour autant que seule la prière peut résoudre les problèmes d'Haïti, mais je pense qu'il est important de donner à Dieu sa place dans notre société, afin que nous arrivions à prendre conscience que on ne peut pas continuer à vivre ainsi. Nous ne pouvons pas continuer avec des langages de violence. Nous ne sommes pas capables de continuer pour que n'importe quel problème, c'est râler les gens, couper tête les gens, bouler les gens. Nous ne sommes pas capables de vivre dans une société pour que chaque fois qu'on traverser Martissan, pour traverser Bicentenaire, ou bien monter vers le nord, pour traverser zone La Saline, pour que peur envahisse. Aucune société ne peut prospérer lorsqu'il y a peur et instabilité. Donc, du 29 au 8 décembre, nous pourrons ensemble la prière pour remettre Haïti by bon Dieu. On va le faire autour du thème Maman Marie, Maman Délivrance, Haïti. On a fait 9 événements autour du thème ça. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter.
l'accord du Brexit comme étant un obstacle au commerce avec les États-Unis. Une claque pour la première ministre Theresa May qui a riposté dès mardi alors même qu'elle s'échine à convaincre ses compatriotes. Déjà occupée à convaincre la Chambre des communes de voter son accord sur le Brexit, Theresa May doit désormais répondre aux critiques de Donald Trump. Le président américain a estimé que l'accord de sortie de l'UE négocié par le Royaume-Uni risquait de rendre le commerce avec les États-Unis plus compliqué. Nous aurons une politique commerciale indépendante et nous serons en mesure de négocier des accords commerciaux avec des pays dans le monde entier. Quant aux États-Unis, nous avons déjà pu discuter avec eux du type d'accord que l'on pourrait avoir à l'avenir. Nous avons un groupe de travail qui s'est réuni plusieurs fois et qui continue à bien travailler avec les États-Unis. Pas de quoi convaincre Donald Trump, qui enfonce le clou et ôte à Theresa May l'un de ses principaux arguments pour faire avaliser son plan. Selon lui, la politique commerciale post-Brexit ne sera pas totalement libre. Aujourd'hui, tel que l'accord se présente, le Royaume-Uni ne sera peut-être pas en mesure d'échanger avec les États-Unis et je ne pense pas qu'il le veuille. Ça fait partie des conséquences très négatives de l'accord. Des déclarations qui mettent à nouveau à mal la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni, déjà écornée par le locataire de la Maison-Blanche à plusieurs reprises. Aujourd'hui, le Royaume-Uni n'est plus que le 7e partenaire commercial des États-Unis. Emmanuel Macron, le président français, a présenté ce mardi une stratégie à double détente mêlant urgence et long terme pour parvenir à une transition écologique acceptable. Le chef de l'État a annoncé entre autres une future grande concertation, la fermeture d'une partie des réacteurs nucléaires français, un soutien accru aux énergies renouvelables et l'adaptabilité de la fiscalité des carburants aux fluctuations des prix. Monsieur le Président de la République. Un changement de méthode, mais pas de cap. Voilà en substance ce qu'Emmanuel Macron propose aux Gilets jaunes. Le président français a inauguré ce matin un haut conseil pour le climat et il a tenu à rappeler les engagements français face à ce qu'il appelle une alerte environnementale. On ne peut pas être le lundi pour l'environnement et le mardi contre l'augmentation des prix du carburant. On ne peut pas avoir décidé la taxe carbone il y a quelques années et dénoncer aujourd'hui l'augmentation du prix du carburant. Cette taxe, je le rappelle, elle a été votée en 2009, en 2014, en 2015, engageant beaucoup de responsables politiques de sensibilités diverses. Emmanuel Macron a aussi réagi au débordement vu sur les Champs-Élysées ce week-end en marge de la mobilisation des Gilets jaunes, des actes qualifiés d'inacceptables. Je ne confonds pas les casseurs avec des concitoyens qui veulent faire passer un message. J'éprouve de la compréhension pour ces concitoyens, mais je ne céderai rien à ceux qui veulent la destruction et le désordre, car la République, c'est à la fois l'ordre public et la libre expression des opinions. Un mécanisme visant à éviter les pics des prix sur les carburants a été annoncé, ainsi qu'une grande concertation sur le terrain, sur laquelle Édouard Philippe devrait donner plus de détails cette semaine. Après l'instauration en Ukraine de la loi martiale, le président russe a demandé à la chancelière allemande Angela Merkel de dissuader Kiev de tout acte irréfléchi. La Russie, sérieusement préoccupée par l'instauration de la loi martiale en Ukraine. Après le vote hier du Parlement et l'instauration de la loi martiale pour 30 jours, le président russe Vladimir Poutine a appelé la chancelière allemande pour qu'elle dissuade Kiev de tout acte irréfléchi. Petro Poroshenko avait déjà pris les devants, expliquant hier qu'il ne s'agissait pas d'une déclaration de guerre, mais de prévenir d'autres agressions. En tant que président et commandant en chef des forces armées de l'Ukraine, j'ai rempli mon devoir constitutionnel. Et il y a quelques heures, par décret, j'ai instauré la loi martiale. La Russie mène une guerre hybride contre notre pays depuis 5 ans. Mais en attaquant des bateaux de l'armée ukrainienne, les Russes sont entrés dans une nouvelle phase d'agression. Poroshenko a évoqué la menace d'une invasion après l'affrontement maritime qui a eu lieu dimanche sur les côtes de Crimée. La Russie a tiré sur 3 navires ukrainiens et a raisonné les bateaux. Elle retient 23 membres d'équipage. Parmi eux, entre 6 et 3 militaires ukrainiens ont été blessés selon les sources.
Moscou affirme que ces bateaux sont entrés illégalement dans ses eaux territoriales. L'Ukraine soutient que la Russie était au courant du passage des bateaux de la mer Noire à la mer d'Azov par le détroit de Kerch, détroit qui sépare la Russie de la Crimée, région ukrainienne annexée en 2014. Hier, le chef de la diplomatie russe évoquait une provocation de la part de l'Ukraine. Il se peut qu'en planifiant cette provocation, et personne ne doute que cela a été fait volontairement et probablement sur ordre direct des plus hautes autorités, les Ukrainiens comptaient tirer des avantages supplémentaires de cette situation. Tout d'abord, ils comptaient sur le fait que les États-Unis et l'Europe, comme toujours, prendraient témérairement le parti des provocateurs. Dans l'est de l'Ukraine, près de Mariupol, à seulement une dizaine de kilomètres de la frontière qui sépare les zones sous contrôle du gouvernement de Kiev de celles des séparatistes pro-russes, l'anxiété est grande quant à une éventuelle invasion, à tel point que certains creusent des tranchées pour renforcer leur défense. Voilà, c'est tout pour l'actualité nationale et internationale. Vous allez pouvoir suivre maintenant Métro Sport avec Rudy.